Ce dont je vais vous parler, c'est l'histoire de 3 années de transformation. Un banquier au milieu des fintechs, là aussi, il fallait oser. Il fallait oser faire venir quelqu'un. J'ai tombé la cravate pour l'occasion, histoire d'être un petit peu plus dans l'esprit. Il fallait oser faire intervenir un banquier qui va venir vous parler de transformation. Une banque, la nôtre, la BPAK, c'est une entreprise qui a 102 ans, issue de multiples fusions, qui est implantée sur un territoire de la taille de la Nouvelle-Aquitaine, avec 236 agences. C'est une image d'une entreprise extrêmement hiérarchique, difficile à manœuvrer, difficile à faire bouger, et pourtant, on essaye de faire bouger les lignes depuis 3 ans. Le début de notre transformation est lié à l'arrivée d'un homme, Yves Tirode, qui incarne la transformation pour le groupe BPCE. Yves Tirode, c'est notre Chief Digital Officer. Il est arrivé en septembre 2016, un transfuge de voyage SNCF, quelqu'un qui a une réputation qui le précède, qui arrive pour monter et piloter le plan de transformation du groupe BPCE. Et je ne vais pas vous parler que de réussite. Ce dont je vais vous parler au début, c'est une erreur. La première erreur que l'on commet à l'arrivée d'Yves Tirode, c'est de se lancer dans un plan de transformation digitale. Le plan de transformation digitale qui avait pour objectif d'embarquer l'ensemble des clients et des collaborateurs, la fameuse symétrie des attentions dont on commençait à parler en 2016, embarquer l'ensemble des collaborateurs autour d'un projet, se mettre aux meilleurs standards du marché pour rivaliser avec les pure players, N26, Revolut, Boursorama, ING, etc. Mais se mettre aux meilleurs standards du marché, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire déjà commencer à regarder ce qui se fait sur nos marchés pour nos clients. Un client qui a un parcours utilisateur avec Amazon pour passer des commandes va avoir des réflexes derrière dans le process de livraison. Tous, quand vous commandez un produit sur Amazon, on est tous bluffés par le mail qu'on reçoit juste après sa commande, qui nous annonce que le produit est bien dans les entrepôts, qu'il va être livré, puis qu'il a été remis à la livraison et qu'on le recevra dans 24 heures. Maintenant, projetez-vous, certains d'entre vous ont déjà dû faire un crédit, projetez-vous avec le premier pas que vous mettez dans l'agence pour aller faire un crédit. Mais entre le moment où vous rentrez dans votre agence pour faire un crédit immobilier et le moment où aura lieu le premier déblocage, il va s'écouler entre 30 et 50 jours. 30 jours, on est content, 50 jours, on se dit c'est largement améliorable. Et si on compare ces 30 jours à la durée d'un process Amazon, on se dit qu'on a largement de quoi s'améliorer. Se mettre au meilleur standard du marché, c'est ça. C'est observer ce qui se fait chez les meilleurs et se dire comment je peux le transcrire dans mon univers. On pourrait prendre notre exemple, celui de Netflix, avec des offres proposées pour la famille. Entre une offre Netflix où toute la famille va pouvoir trouver son compte sur son abonnement et le package qu'on va vous vendre dans une agence bancaire, là aussi il y a une grande différence. Comment on peut arriver à monter un package famille dans une banque? C'est possible, on est en train de le faire côté Banque Populaire pour répondre aux contraintes et aux besoins de nos clients. C'est ces questions qui nous ont amenés à nous dire la chose suivante. Est-ce que la transformation que l'on doit mener est une transformation digitale ou une transformation dans un monde digital? Ce qui est complètement différent. Et c'est l'optique que l'on a pris à la BPAK, de se dire que notre transformation, on devait la mener pour nos clients qui vivent dans un monde digital, dans un monde qui est en pleine transformation. Pour ça, on a décidé avec notre équipe de nous appuyer sur un plan en 6 points, qui est issu, c'est le plan de transformation du Hub Institute, qui est assez simple. Un premier point qui est lié au leadership. Le leadership, on ne peut pas mener un plan de transformation si on n'embarque pas toute la direction, si on n'embarque pas le dirigeant et les dirigeants de l'entreprise. Donc le premier point, c'est évaluer quelle est leur culture digitale, les embarquer, les faire grandir pour que ce soit eux les moteurs de la transformation. Le deuxième volet, c'est celui de la culture et de la compétence digitale, de la culture et de la compétence de nos collaborateurs. Là également, il est absolument nécessaire de pouvoir évaluer la compétence des collaborateurs, d'avoir des indicateurs de suivi, de mettre en place des actions de formation et d'information dans le temps. Le troisième volet, c'est celui de l'organisation et des nouveaux modes de travail.
C'est pas le tout d'annoncer la transformation, d'avoir des dirigeants qui sont moteurs, de former les gens, d'informer les gens. Si derrière on se retrouve dans une structure régie par le pilotage, à la bûchette, si on se retrouve dans une entreprise où le management n'est pas en accord avec ce qu'on est en train de porter en termes de transformation, on se plante. Donc là aussi, il y a des choses à changer en termes de management, il y a des choses à changer en termes d'environnement de travail, et j'y reviendrai. Le deuxième volet, c'est celui de la data et de la techno, crucial. Toutes les grandes entreprises, du digital à aujourd'hui, maîtrisent la data et utilisent la data comme un de leurs principaux assets. Ce qu'on a voulu faire sur ce volet de la data et de la techno, il n'y a pas une ambition énorme, c'est juste d'acculturer nos collaborateurs, de leur faire comprendre tout l'intérêt de ce qu'il y a derrière la data, tout l'intérêt, quand on reçoit un client, de bien faire du premier coup, de bien saisir toutes les informations, d'avoir le numéro de téléphone, d'avoir l'adresse mail, parce que derrière, sans téléphone, sans mail, pas de digital, etc. Pour la techno, c'est la même chose. Arriver à désacraliser le domaine de la technologie en expliquant les usages qu'on peut avoir derrière la techno. Cinquième volet, celui du parcours et de l'expérience collaborateur qui est crucial. Bon, pour être honnête sur celui-ci, on n'a pas fait grand-chose côté BPAK. On a laissé notre organe central, BPCE, travailler sur les usages collaborateurs en centrale pour l'ensemble des banques populaires, pour l'ensemble des caisses d'épargne. Les équipes 89C3 de BPCE ont travaillé à la refonte complète de nos applications pour qu'elles soient au meilleur standard du digital, à la hauteur de ce que font à aujourd'hui les pure players, N26, Revolut, dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier volet, qui est très important, c'est celui de l'écosystème et de notre implantation dans l'écosystème national et régional. Le groupe BPCE est implanté régionalement, voilà, donc 15 banques populaires, 15 caisses d'épargne. Dans chaque banque populaire et dans chaque caisse d'épargne, on a ce qu'on appelle un digital champion, c'est un relais local qui porte des sujets de transformation digitale sur son territoire. Me concernant, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et on considère que notre rôle, c'est de connaître notre écosystème. Alors, comme on n'avait pas d'énormes moyens par rapport à certains de nos concurrents, on a décidé de se focaliser. D'abord, on s'est focalisé sur le corps académique, bien connaître localement toutes les écoles qui parlent de transformation digitale. Et puis, on a commencé à travailler avec Laurence qui est là sur la partie accompagnement des startups et des fintechs. On a commencé à travailler sur l'offre qu'on pouvait apporter au secteur innovant, à savoir NextInnov en ce qui nous concerne. Et puis, on a commencé à développer des partenariats et à travailler avec des startups et des fintechs. Je vais vous en reparler juste après, par des cas concrets. Mais tout ça, les 6 points qu'on vient d'aborder, c'est peu porteur de sens. C'est très difficile à embarquer pour embarquer nos collaborateurs. Dire à des collaborateurs, voilà, on va vous parler de techno, on va vous parler de leadership, etc. Compliqué. Donc on a décidé de regrouper l'ensemble de ces items dans notre plan de transformation qui s'appuie sur 3 volets. Un volet qui est ultra simple, qui est le volet de la préférence client. Si on veut se battre avec les pure players, notre rôle, c'est de nous différencier par notre valeur ajoutée principale, qui est celle de pouvoir mettre en face des clients des collaborateurs. Des collaborateurs qui doivent être au top niveau de compétences pour accompagner leurs clients. La préférence client, c'est développer pour chacun de nos clients encore plus que la satisfaction, la préférence. Le deuxième volet, qu'on a appelé banquier sénorien, c'est tout simplement tous les moyens que l'on met à disposition de nos collaborateurs pour les faire grandir et pour développer leurs compétences. Et le troisième volet, j'en reparlerai un petit peu plus longuement en fin de présentation, c'est comment on embarque nos collaborateurs. La préférence client, oui, mais quid de la préférence collaborateur? La préférence client, pour y revenir, c'était le premier de nos pivots. D'abord, on parlait de transformation digitale, puis de transformation dans un monde digital, et on a décidé de se focaliser dans un premier temps, comme le font les fintechs, comme le font les startups, un sujet à la fois. On s'est focalisé sur le développement de la préférence client. Christian Chapotin, notre directeur général adjoint en charge du pôle banque de proximité et assurance, a porté ce sujet à bras-le-corps parce qu'il croyait fondamentalement
que notre différenciation passerait par notre professionnalisme et la capacité que nous avions à accompagner les clients de la meilleure façon qu'ils soient. Force est de constater qu'il avait raison, puisque nous sommes au sein du groupe BPCE la première banque en termes de taux de satisfaction client depuis 18 mois. On mesure ce taux de satisfaction par ce qu'on appelle un NPS, Net Promoter Score, qui a augmenté de 20 points en 18 mois, ce qui est colossal. Et je suis intimement persuadé que les équipes qui ont compris l'enjeu, c'est ça qui est important, qui ont compris l'enjeu d'être dans la satisfaction client, vont continuer par elles-mêmes, par un jeu d'inertie, à faire progresser ce NPS et à faire progresser la satisfaction de nos clients dans les mois et années qui viennent. Alors la question qu'on se pose quand on en arrive là, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire désormais pour aller encore plus loin, pour continuer à progresser? Tout simplement revenir sur une des promesses dont je vous ai parlé au début, qui est celle de la symétrie des attentions. Ok, on a fait la préférence client, ok, on a accompagné nos clients de la meilleure façon, mais est-ce qu'on n'a pas un petit peu oublié nos collaborateurs? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu oublié ce lien que l'on voulait mettre dès le départ de notre projet de transformation? Alors, ce qu'on essaye de faire depuis quelques semaines, c'est de développer une préférence de nos collaborateurs vis-à-vis de la BPAK. Ce qu'on aime dire, c'est qu'il va falloir qu'on développe un peu plus que la satisfaction pour nos collaborateurs. Satisfaction client, oui. Satisfaction collaborateur, oui. Mais allons un cran au-dessus et allons chercher l'engagement de nos collaborateurs. Comment faire pour aller chercher cet engagement? En fait, on va travailler sur 3 leviers. Le premier levier, c'est celui de la symétrie des attentions, justement. S'assurer que nos collaborateurs, qui sont aussi des clients, perçoivent dans tout ce que l'on va mettre en œuvre la symétrie de ce que l'on peut offrir à nos clients. Le deuxième volet qu'on va travailler pour eux, c'est essayer d'identifier les moments clés de leur vie, quand vous rentrez dans une entreprise, votre intégration, quand vous progressez, quand vous avez un accident de la vie, votre retour après un arrêt longue durée, le moment où vous quittez l'entreprise, etc. Comment on peut accompagner le collaborateur tout au long de sa carrière de façon à ce que chaque moment soit un moment où il se sente valorisé. Et le dernier volet, c'est de ne pas oublier les émotions que ressent le collaborateur. Les émotions qu'il ressent vis-à-vis de son manager, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de son environnement de travail, et ce qu'on peut lui proposer à chaque fois pour améliorer ses émotions. Pour faire tout cela, on ne peut pas travailler tout seul. C'est impossible. Que ce soit sur la partie expérience client ou expérience collaborateur, nous nous sommes fait accompagner. Alors pas par des grands cabinets, nous nous sommes fait accompagner par des startups et des fintechs. Par des startups et des fintechs locales, souvent, à chaque fois qu'on a pu. Je vais vous prendre 2 exemples sur la partie expérience client. La première, c'est avec une startup de Limoges, qui s'appelle Facility. Une startup que j'ai rencontrée grâce à Michel Rochereau, qui vient de nous rejoindre. Une startup que j'ai rencontrée qui nous présentait la capacité qu'elle avait de rendre aux internautes la capacité de pouvoir naviguer de façon beaucoup plus simple quand ils sont en situation de handicap. Une personne qui est déficiente visuelle, une personne qui a un trouble moteur, maladie de Parkinson, sclérose en plaques et qui a du mal à utiliser la souris. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour lui simplifier la vie lorsqu'elle se connecte sur notre site internet? Alors au début, on a vu avec intérêt la solution qui nous était proposée, pour être honnête, sans mesurer tout ce que ça pouvait apporter comme valeur ajoutée. On a osé mettre 20 000 € sur la table, travailler avec eux, adapter leur solution à l'environnement BPAK. On l'a testé et on a de suite eu des retours extrêmement émouvants. Extrêmement émouvants de parents, de collaborateurs, de clients qui nous disaient « mais vous vous rendez pas compte, vous me donnez accès à un service auquel je n'avais pas accès ». Donc on l'a testé, ça a marché, on a monté un dossier innovation. On a remporté les trophées d'innovation au niveau de BPCE avec cette solution-là. On l'a présenté à certains de nos collègues, autres BPE, caisses d'épargne, et la solution a été généralisée pour l'ensemble des banques populaires et l'ensemble des caisses d'épargne au niveau du groupe BPCE. On passe d'une scalabilité de 650 000 clients au niveau BPAK à 35 millions de clients au niveau du groupe. Petit message pour les startups et les fintechs qui sont dans la salle. Pensons petit, commençons à travailler avec des entreprises comme les nôtres, des entreprises régionales,
qui peuvent tester des choses à leur échelle. Alors, je ne peux pas en faire des tonnes de tests. Je peux tester 2 ou 3 expérimentations de ce type par an. Mais quand elles marchent, c'est la porte ouverte vers une scalabilité au niveau du groupe. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'EasyCap. Ce n'est pas une start-up locale, c'est une start-up niçoise. Je regarde là. C'est une start-up niçoise qui nous a aidé à valoriser les données que nous avons sur nos terminaux de paiement. Un terminal de paiement, c'est un petit boîtier que l'on vend à tous les commerçants pour qu'ils acceptent les cartes bleues, les paiements par carte bleue. Moi, j'ai une culture plutôt data, et quand je vois un terminal de paiement, j'ai sans arrêt en tête toutes les données qui transitent derrière ce terminal de paiement, qui sont stockées dans notre SI. Le pari qu'on a eu, c'est de se dire, mais est-ce que ces données, je ne pourrais pas les remettre à disposition de mon client? Quand vous travaillez chez Leroy Merlin, vous avez une équipe de data marketeurs. Quand vous travaillez chez Castorama, vous pouvez vous payer une équipe de data marketeurs. Quand vous êtes le petit pizzaiolo du coin, la coiffeuse ou le fromager, vous ne pouvez pas vous le faire. Est-ce que nous, on ne peut pas utiliser les données de paiement qui sont à notre disposition, les remettre en forme et les remettre à disposition de notre client pour qu'il puisse, lui, les valoriser, pour qu'il puisse voir quels sont les clients qui viennent et qui reviennent chez lui, à quelle heure ils vont plutôt venir, à quelle heure il faut qu'il ait du monde dans son magasin, etc. On l'a fait, on l'a testé, ça a marché, ça a même très bien marché, parce que nos conseillers de clientèle pro, ils se disaient, mais je ne vais pas vendre la même offre au CIC qu'à la SG, qu'à la BNP, quasiment au même prix, je vais vendre une offre avec un service complémentaire que les autres n'ont pas. Et donc, ils se différencient en faisant ça. On l'a mis en marche, ça a été un succès, on l'a déployé au niveau du groupe. De la même façon, EasyCap, qui, lorsqu'ils ont commencé à travailler avec nous, n'avait qu'un seul client, qui était un client au Royaume-Uni, a aujourd'hui 30 clients dans le groupe, 15 caisses d'épargne, 15 banques populaires. Je reviens sur la partie expérience collaborateur, puisque c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment. Là aussi, on fait appel à des startups et des fintechs pour nous ouvrir les chakras. On a eu une discussion avec Aurélie et Tiffany la semaine dernière, et ce que je leur disais, c'est que ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir la fraîcheur que vous apportez, de travailler avec vous selon vos méthodes, et non pas selon nos méthodes. Pourquoi ? Parce que quand vous allez arriver, vous allez nous bousculer, et c'est ça qui est intéressant quand on travaille avec une start-up et une fintech. Ce qu'on va acheter, excusez-moi pour l'expression, quand on travaille avec une fintech, ce que l'on va acheter, c'est de la R&D externalisée. La R&D, elle est chez vous, elle a un coût. Le coût, c'est l'argent qu'on va mettre sur la table pour financer le POC et pour travailler avec vous derrière. C'est normal. Par contre, il ne faut surtout pas qu'on vous intègre dans notre écosystème, qu'on vous demande de travailler comme nous, sinon on perd toute la légitimité et la valeur ajoutée que vous apportez. Sur la partie collaborateur, je pourrais citer 2 exemples, j'en avais prévu plus, je vais en faire que 2. L'exemple de Pinkflow, une start-up lilloise rencontrée au niveau du groupe, avec laquelle on travaille sur la mise en place du management visuel. Pareil, une start-up que je rencontre par mes homologues de la BP Nord, on décide de faire évoluer notre organisation et notre management pour le rendre plus ouvert et moins directif, plus collaboratif. On rencontre cette start-up, on commence à travailler avec eux, on voit que de suite la mayonnaise va prendre, on passe en situation de POC, on teste, on met quelques milliers d'euros sur la table pour tester, ça marche, et là on laisse faire la machine. Et tout d'un coup, ce sont les responsables de service qui ont vu chez leurs collègues 2, 3 exemples qui fonctionnaient, qui viennent nous voir et qui nous disent « moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux ». Et là, on ne parle plus d'accompagnement du changement. L'accompagnement du changement, il se fait naturellement, puisque les collaborateurs managers échangent entre eux, et c'est eux qui viennent à nous pour nous demander qu'on les aide dans leur propre transformation. Ce que je veux vous dire sur la partie expérience collaborateur, c'est que je pense qu'on s'est un petit peu planté au démarrage de notre projet, il y a 3 ans. On a voulu se lancer à fond dans la transfo digitale en essayant de faire comme les autres. Très rapidement, on s'est rendu compte que de la transformation digitale, il fallait qu'on passe à la transformation dans un monde digital. Cette étape, on l'a plutôt bien réussi avec une focale sur la préférence client. On va garder cette focale préférence client qu'on va compléter dans les mois à venir de l'expérience collaborateur et de la valorisation de l'expérience collaborateur. Et je pense que la transformation de BPAK, ça sera l'enchaînement de ces étapes que je viens de vous décrire rapidement.